Napoléon Bonaparte. Rien que le nom, ça évoque tout de suite des images, pas vrai? Des batailles immenses, un empire gigantesque, une ambition qui semblait sans limite. Mais derrière le mythe, il y a une histoire. L'histoire d'une ascension incroyable et d'une chute qu'il est tout en temps. C'est ce destin vraiment hors norme qu'on va décortiquer. Et pour commencer, on va faire un truc un peu contre-intuitif. On va commencer par la fin. Imaginez un peu la scène. On est à Sainte-Hélène, en 1821. C'est un caillou perdu au milieu du nulle part dans l'Atlantique Sud. Et c'est là, sur ce rocher battu par les vents, que l'homme qui a littéralement redessiné l'Europe finit ses jours. C'est quand même fou. Il est prisonnier, il est seul, et il sait qu'il ne repartira jamais. Alors forcément, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment? Comment l'homme qui a fait trembler toutes les monarchies d'Europe pendant 15 ans a pu finir comme ça? Eh bien, pour avoir la réponse, il n'y a pas le choix. Il faut rembobiner. On retourne au tout début, à la genèse du mythe. Parce qu'avant de devenir l'empereur, Napoléon c'était d'abord un général, et pas n'importe lequel, un stratège de génie qui a su voir dans le chaos de la Révolution française une occasion unique de se tailler un destin sur mesure. Et quand on parle d'ascension, le mot est faible. C'est carrément une fusée. Regardez un peu. Il naît en Corse en 1769. En 1793, il a à peine 24 ans et hop, le voilà général de brigade après avoir brillé au siège de Toulon. 3 ans plus tard, c'est la fameuse campagne d'Italie, un triomphe total qui fait de lui une star nationale. Et puis, 1799, c'est le grand saut, le coup d'État du 18 Brumaire. Il prend le pouvoir et devient premier consul. En gros, à ce moment-là, la République, c'est lui. Et s'il y a bien une image qui capture l'esprit de cette époque, c'est celle-là, Bonaparte au pont d'Arcole. C'est bien plus qu'un simple tableau, c'est un coup de com' de génie. On voit tout, l'énergie, le courage, ce leader charismatique qui prend des risques insensés pour mener ses hommes à la victoire. C'est vraiment là que naît l'image du héros, du leader quasi invincible. C'est la base de sa légende. On ne se rend pas toujours bien compte, mais la vitesse est juste sidérante. En moins de 10 ans, on passe du jeune général que personne ne connaît au maître absolu de la France. Et le point d'orgue de tout ça, c'est le 2 décembre 1804, le sacre à Notre-Dame de Paris, où, geste incroyable, il prend la couronne des mains du pape et se la pose lui-même sur la tête. Plus symbolique, c'est difficile. Mais attention, ce serait une grosse erreur de ne voir en Napoléon que le conquérant, le chef de guerre. Parce que son héritage, celui qui dure encore aujourd'hui, eh bien, il est peut-être moins spectaculaire, mais beaucoup plus profond. C'est celui du bâtisseur d'État. D'ailleurs, lui-même disait que sa plus grande fierté, ce n'était pas une victoire militaire, mais un livre, le fameux Code civil de 1804. Il faut bien comprendre le contexte. Avant ça, la France, c'était un bazar juridique. Des lois différentes dans le nord, dans le sud. Un vrai casse-tête. Lui, il a tout mis à plat. Il a créé un seul et même texte de loi pour tous les Français. Des règles claires, accessibles. C'est une vraie révolution, mais en coulisses. Et ce qu'il y a dedans, dans ce code, ça nous paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque c'était énorme. L'égalité de tous les citoyens devant la loi, fini les privilèges liés à la naissance. La protection de la propriété privée, ça devient un droit fondamental. La laïcité de l'État, par exemple, avec le mariage qui devient un contrat civil avant d'être un acte religieux. Tout ça, ce sont des idées des Lumières et de la Révolution, mais c'est lui qui les a gravées dans le marbre de la loi. Et ce qui est incroyable, c'est que l'influence de ce code a dépassé de très très loin les frontières de la France. Il est adopté tel quel dans des pays comme la Belgique ou le Luxembourg. Il va inspirer en profondeur le droit en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, et son influence va même traverser les océans, jusqu'au Québec, en Louisiane, et, chose assez surprenante, jusqu'au Japon qui s'en inspirera pour se moderniser. C'est sans doute un des plus grands exports juridiques de l'histoire. Mais le Code civil, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Pour que son État fonctionne, il a créé tout un tas d'institutions qui, pour beaucoup, existent encore. D'abord les préfets, pour avoir des relais du pouvoir central partout en France. Ensuite, les lycées, avec une idée forte derrière, former une élite basée sur le talent, pas sur la naissance. Il y a aussi la Banque de France pour stabiliser l'économie, et bien sûr, la Légion d'honneur pour récompenser les mérites, qu'ils soient civils ou militaires. En fait, l'architecture de l'État français moderne, c'est en grande partie lui. Seulement voilà, l'ambition démesurée qu'il a hissée tout en haut va aussi être le moteur de sa chute. C'est la tragédie classique. L'Empire est devenu gigantesque, ingérable. L'aigle, comme on l'appelait, a peut-être volé un peu trop près du soleil. Le début de la fin, c'est très clair. C'est 1812, la campagne de Russie. Un désastre absolu, une hécatombe. À partir de ce moment-là, la machine infernale est lancée et plus rien ne l'arrête. Défaite à Leipzig en 1813, première abdication en 1814 et exil sur l'île d'Elbe. Bon, il y aura cet incroyable comeback, les fameux 100 jours, mais ça se terminera dans la boue de Waterloo en 1815, la défaite de trop. Et cette fois-ci, ses ennemis ont retenu la leçon. Fini l'exil un peu trop confortable sur l'île d'Elbe, d'où il a pu s'échapper. Non, cette fois, on l'envoie au bout du monde, Sainte-Hélène. Une île prison choisie spécifiquement pour qu'il ne puisse plus jamais revenir.
Cette fois, c'est vraiment la fin de la partie. Et là-bas, sur son rocher, commence son tout dernier combat. Un combat qui n'est plus militaire, c'est une lutte contre le temps qui passe, contre la maladie, et surtout une lutte pour l'histoire. C'est à Sainte-Hélène qu'il va dicter ses mémoires et peaufiner sa propre légende pour la postérité. On dit que ses derniers mots, juste avant de mourir, ont été « Armée, tête de l'armée, Joséphine ». C'est assez poignant, non? En 3 mots, il y a toute sa vie. La passion militaire, l'obsession du commandement et le souvenir de son premier grand amour. Il meurt donc le 5 mai 1821. Il n'a que 51 ans, ce qui est jeune, même pour l'époque. La cause officielle, c'est un ulcère à l'estomac, ce qu'on appellerait un cancer aujourd'hui. Alors évidemment, la thèse de l'empoisonnement a fait couler beaucoup d'encre, mais les historiens et les médecins s'accordent plutôt aujourd'hui sur une mort due à la maladie. Et même au bout du monde, ses dernières pensées étaient pour la France. Dans son testament, il écrit cette phrase célèbre « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Un vœu qui sera finalement exaucé en 1840, presque 20 ans plus tard, quand sa dépouille sera rapatriée en grande pompe à Paris. C'est là qu'il repose aujourd'hui aux Invalides. Alors au final, que reste-t-il de Napoléon? C'est ça, tout le paradoxe du personnage. D'un côté, l'homme, l'empereur, qui meurt vaincu et exilé en 1821, et de l'autre, son héritage, ses réformes, ses institutions, le code civil, qui sont, eux, toujours bien vivants et qui continuent de façonner notre quotidien. L'homme est mort, mais son œuvre, elle, est restée. Ce qui nous laisse avec la grande question, finalement, Napoléon, c'était qui? Le tyran qui a ensanglanté l'Europe pendant plus d'une décennie? Ou le génie modernisateur qui a jeté les bases de nos sociétés modernes? Eh bien la réponse, elle est sûrement un peu des deux. Et c'est justement cette complexité, ce mélange d'ombre et de lumière, qui rend le personnage de Napoléon toujours aussi incroyablement fascinant, même 200 ans après sa mort.